Bonjour et bienvenue à l'émission Joy au pays des droits de l'homme. Au cours de cette émission, nous avons évoqué la Cour européenne des droits de l'homme, l'institution judiciaire qui veille au respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Un des axes principaux de la Convention est la protection contre toute forme de discrimination. Mon invitée, que je reçois aujourd'hui au téléphone, est une experte en matière de lutte contre la discrimination. Elle est conseillère auprès d'organisations et d'entreprises et experte européenne. Bonjour Sophie Latraverse. Bonjour Joy. Alors, vous êtes canadienne, désormais parisienne. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Je suis à Paris depuis la Coupe du Monde de 1998. Ça tombe bien, Oui, de victoire en victoire. exactement. Alors, vous êtes avocate québécoise à l'origine et vous avez Oui. exercé à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix de carrière? Le choix d'être avocate, en fait, dans le monde anglo-saxon, l'orientation vers le droit n'est pas nécessairement rationnelle. Donc, en fait, moi, j'ai fait le choix très rapidement de trouver le moyen de faire d'une orientation professionnelle qui était effectivement fondée sur le fait que j'étais une bonne élève, d'en faire quelque chose qui prenne sens. Et j'ai eu la grande chance de travailler au Canada dans une des plus grandes causes de discrimination, dans le cadre du pro bono que faisait mon cabinet, qui était contre des enseignantes des commissions scolaires du Québec. Du coup, après, j'ai décidé que j'allais me réorienter vers la lutte contre les discriminations. Et au moment de transférer ma vie en France, j'ai décidé que j'allais m'y consacrer. Et est-ce qu'il y a justement des accords entre le Canada et la France pour les avocats? Aujourd'hui, il y en a. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, moi, je suis retournée à l'université pour apprendre l'application française de ce droit. Mais aujourd'hui, les membres du barreau du Québec et des barreaux de France, il y a une espèce de convention entre les barreaux qui permet de passer, moyennant des examens déontologiques, d'un barreau à l'autre. Chose que je n'ai pas faite à cause du type particulier de ma pratique, mais d'autre part que je pourrais faire et que plusieurs avocats ont fait. D'ailleurs, il y a plusieurs membres des barreaux de France qui ont le barreau du Québec et inversement. Ok. Depuis que vous êtes en France, vous avez occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine de la lutte contre la discrimination. Pouvez-vous nous expliquer vos divers rôles? Alors, quand je suis arrivée, je suis retournée à l'université où j'ai eu la chance d'être dans le cadre du diplôme où il y avait les principaux universitaires qui traitaient des questions de droits fondamentaux et de droits des discriminations en France, qui ont ensuite été dans le noyau qui a créé le GEL, groupe d'études de lutte contre les discriminations, qui a été mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre l'obligation de mettre en place un organisme national en matière de lutte contre les discriminations. Heu, Cette organisation avait 2 objectifs: faire des études sur les discriminations et mettre en place un numéro de signalement des discriminations fondées sur l'origine qui s'appelait le 114 à l'époque. Cette organisation avait pour mission de gérer la prise en charge de ces signalements et a été un laboratoire incroyable pour identifier toutes les difficultés de mise en œuvre du droit des discriminations en France à l'épreuve des signalements qui étaient transmis. Ensuite, cet organisme, la France a été mis aux obligations de la Commission européenne de créer un vrai organisme, une vraie agence gouvernementale. La Commission estimant que cette organisation ne remplissait pas l'obligation de créer une organisme d'égalité nationale. Donc, le GIBGED a eu la mission d'assister, la mission de préfiguration et de création et d'organisation de la première organisme de lutte contre les discriminations en France, qui était la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Et j'ai eu la chance donc de participer à ce processus, à la rédaction de la loi, à la conception des pouvoirs.
Donc la HALD a été créée, par la loi, du 30 décembre 2004, a commencé ses activités en juin 2005 et j'étais, à la manœuvre de la création, du service juridique avec un magistrat judiciaire, et nous avons mis en place toute la rhétorique d'enquête parce que la HALT s'était dû confier un pouvoir d'enquête pour pouvoir pallier aux difficultés d'accès à la preuve en matière de discrimination qui faisaient qu'à ce jour, tous les textes nationaux qui existaient déjà en matière de discrimination étaient inopérants à cause de cette difficulté d'accès à la preuve liée au droit français, qui est un droit continental européen, où le demandeur ne peut pas faire sa preuve en théorie avec les éléments de la partie adverse et à la charge de la preuve. Et donc, ceci crée un empêchement total parce que la discrimination se pose dans le rapport à l'autre. Et c'est souvent, et c'est généralement, dans la plupart des cas, sauf quand on attaque des textes, le défendeur qui est en possession des éléments permettant la comparaison. Donc, ceci est un élément central. Et deuxièmement, les avocats en France avaient très peu de pratique de ce droit parce qu'il ne fonctionnait pas. Il y avait un vrai défi à créer un levier pour activer la mise en œuvre du droit. Hein. Tout l'enjeu et le rôle des recours pour faire exister les droits et particulièrement le droit des discriminations dans un pays où, comme la France, on avait la notion qu'il s'agissait d'un enjeu social, d'une question de rapports sociaux très sociologisés et politisés, mais très peu juridiques. Donc, la HALD avait pour mission de rendre la place du droit dans la mise en œuvre de la lutte contre les discriminations. Et donc, elle a réussi ce défi. Sous son égide, il y a eu les premières décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Et vraiment, ça a été un grand levier pour la mobilisation des avocats et la défense œuvre du droit des discriminations. Ensuite, cette organisation a été fusionnée dans le Défenseur des droits qui a été créé par la loi du 29 mars 2011. Et le Défenseur des droits est compétent en matière de droits de l'enfant, de droits et libertés dans les relations avec les services publics, déontologie de la sécurité et droit des discriminations à l'époque. Aujourd'hui aussi, il a la compétence sur les lanceurs d'alerte. Alors, cette fusion des compétences permet aux défenseurs des droits d'aller plus loin que chacune des précédentes instances parce que, notamment, il y avait des matières comme les Roms, comme sur les Roms où la HALD ne pouvait pas intervenir parce qu'il ne s'agissait pas d'application du droit des discriminations, mais de droit de population discriminée, tandis que le défenseur des droits, principalement dans les relations avec les services publics, tandis que le défenseur des droits peut le faire. Donc, au fait du défenseur des droits, j'ai premièrement été directrice responsable des discriminations et ensuite, je suis devenue directrice de l'expertise judiciaire puisque les précédentes organisations n'avaient pas de rôle devant les tribunaux. Il fallait mobiliser tout ça. Et donc, j'ai été responsable de la mise en coordination de tous ces pouvoirs pour activer les recours, notamment les tierces interventions devant la Cour européenne des droits de l'homme ou des interventions devant la Cour de justice de l'Union européenne et devant tous les tribunaux d'ailleurs. Ensuite, je suis devenue directrice du secrétariat général qui était le rôle d'assumer la coordination juridique parce que le défenseur des droits traite à peu près 15 000 dossiers à son siège, toutes avec des analyses juridiques et il faut s'assurer que la main droite fait la même chose que la main gauche. Donc, il y a tout un enjeu de coordination, de mise en cohérence et de prospective parce que c'est une organisation qui a pour mission vraiment d'être à l'avant-garde dans ses observations devant les tribunaux pour faire prospérer les droits fondamentaux. Donc, après 20 ans à la manœuvre de la mise en œuvre des droits fondamentaux et du droit des discriminations dans une organisation publique, il m'est apparu que certains enjeux, notamment en matière de discrimination, requièrent que les opérateurs économiques, employeurs, services publics et autres, mais qui sont dans la mise en œuvre de l'accès à l'égalité de traitement, sont très, très perplexes vis-à-vis de la complexité du droit et ne sont pas capables de faire le travail tout seuls.
Ils ont vraiment besoin qu'on leur tienne la main. Donc, j'ai décidé, dans la perspective de continuer cet engagement professionnel pour la lutte contre les discriminations, il m'apparaissait que la prochaine étape, maintenant que le défenseur des droits était très opérationnel et que la jurisprudence fonctionnait, de faire 2 choses. D'une part, de travailler comme experte auprès des opérateurs qui me sollicitent. Je suis aussi experte européenne devant la Commission pour la France et par ailleurs, il y a une vraie difficulté aujourd'hui dans la mise en œuvre des recours parce que les avocats en France sont ça pro bono. Ce sont des recours très complexes. Il y a aucun soutien financier, aux recours juridictionnels. Et après la crise du COVID et le fait que toutes les audiences ont été reportées, il y a un vrai épuisement, du petit groupe d'avocats qui sont vraiment experts sur ces sujets. Il apparaissait vraiment nécessaire d'organiser la société civile en soutien au recours en matière de discrimination, c'est ce qui était déjà recommandé, dans le rapport préalable à la création de la HAL et expérimenté dans tous les pays, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves, en Allemagne. Il y a des organismes de la société civile, associations qui soutiennent le recours contentieux. Ça n'existait pas en France en matière de discrimination, ça existe en matière de droit des étrangers. Donc l'idée, c'est aussi de mobiliser et de faire en sorte de créer cette organisation de la société civile, mais je ne pouvais pas le faire en restant défenseur des droits. Donc voilà pour mon parcours professionnel qui déjà anticipe sur les enjeux de la lutte contre les discriminations. Alors, si vous voulez bien, je voulais revenir sur votre temps à la HALD. Vous avez parlé des problématiques de preuve. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, les processus en France sont différents, de ceux au Canada, par exemple avec, Discovery dans le système anglo-saxon? C'est-à-dire que le droit des discriminations, tel qu'on le pratique aujourd'hui, lorsqu'il ne s'agit pas de remettre en cause une décision administrative publique ou un texte et qu'il s'agit de dénoncer ou de se plaindre d'une inégalité de traitement par un employeur ou un opérateur économique, repose sur la comparaison entre sa situation et celle des autres, ou la situation d'un groupe visé ou la façon dont est traité un groupe visé par un critère de discrimination et celle des autres. Aussi, la discrimination indirecte couvre une règle apparemment neutre qui a un impact discriminatoire sur un groupe qui peut être identifié en fonction d'un critère de discrimination. Or, ce- cette analyse, qui est une application juridique de la grille de lecture de la sociologie ou de la recherche, nous provient directement du droit anglo-saxon et d'un droit où, procéduralement, le demandeur peut faire sa cause avec les éléments de la partie adverse. Parce que le processus judiciaire implique qu'il puisse assigner à être interrogé le défendeur, qu'il lui demande des documents, qu'il lui demande d'ouvrir ses portes à la transparence requise par le processus judiciaire, chose qui n'existe pas dans la tradition judiciaire continentale européenne. En Europe continentale, le demandeur a la charge de la preuve et ne peut faire sa preuve avec les éléments en possession de la partie adverse. Les droits de la défense impliquent de ne pas avoir à ouvrir ses portes. C'est une logique totalement inversée. Et donc, la difficulté au départ, et la raison pour laquelle en matière d'égalité homme-femme, le droit ne prospérait pas, c'est que le juge considérait toujours que le demandeur n'avait pas prouvé le fondement discriminatoire de la décision. Donc, c'était une preuve presque impossible à faire si vous n'avez pas accès aux éléments en possession de la partie adverse. La HALD a eu des pouvoirs fondés sur la possibilité de faire cette enquête pour la verser au dossier de la Cour dans le cas des observations qu'elle peut présenter, ce qui fait partie de ses pouvoirs. Et aussi, c'est accompagné d'une espèce de guérilla judiciaire des avocats qui ont commencé à plaider le fait que l'accès à la preuve était consubstantiel de l'accès au droit en matière de discrimination. Et cette démarche strictement française, hein, qui n'a pas été faite dans les autres pays européens continentaux et où il reste énormément de difficultés d'accès à la preuve, même en Belgique, en Italie, en Allemagne. En France,
vraiment parce que la situation était totalement bloquée. C'est un peu la loi du pendule, hein. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il faut se mobiliser, où les droits finissent par avancer plus vite. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une jurisprudence très, très affirmée et très étoffée sur le droit d'accès à la preuve en matière de discrimination, les tribunaux ayant reconnu que l'accès aux droits ou que la personne en possession des informations ne pouvait pas se soustraire parce qu'il s'agissait de la mise en œuvre d'un droit fondamental et que sinon, ben, la protection contre les discriminations était inopérante. Et dans ce contexte-là, par exemple, pour les auditeurs, s'ils veulent s'y référer, le défenseur des droits a adopté en octobre 2022 une décision cadre où il reprend toute cette jurisprudence et se fait le point sur cette question de l'accès à la preuve en matière de discrimination pour mettre à disposition des opérateurs juridiques toute cette expertise et toute cette argumentation juridique pour qu'elle soit plus facilement mobilisable. Alors, vous avez, évoqué les progrès, juridiques dans la matière depuis 20 ans et notamment, cette loi toute récente. Est-ce que vous pensez pour autant que les mentalités en France ont également évolué? Très clairement, les mentalités ont évolué dans le sens notamment par rapport à une problématique qui a d'ailleurs été évoquée par, d'autres de vos invités, le rapport au droit, dans la légitimité du rapport au droit, du recours pour faire valoir, des valeurs qui relèvent des droits fondamentaux. Au début de ce combat qui commence au début des années 2000 au moment de transposer les directives européennes, période à laquelle d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme avait rendu 14 décisions et depuis, sa jurisprudence est devenue beaucoup plus foisonnante. Ça, c'est très intéressant de voir à quel point le développement du droit communautaire a impliqué un développement du droit du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne en même temps, vraiment parallèlement, les deux droits s'alimentant l'un et l'autre. Euh, il y a eu vraiment, je crois, un changement de paradigme dans le rapport au recours comme instrument légitime de transformation et de façon de militer pour l'avancement de la situation des groupes sociaux. Traditionnellement, dans la gauche française, il y avait une réticence parce que le tribunal était vu comme une institution bourgeoise qui défendait des valeurs conservatrices et toute cette mobilisation des droits fondamentaux qui n'est pas seulement en matière de droits des discriminations, mais aussi beaucoup en matière de droits de l'enfant, de droits du handicap, de droits de la santé et de droits des étrangers ou des droits des réfugiés, a vraiment fait prospérer la place du droit comme instrument légitime d'évolution pour faire bouger les lignes, même des lignes de valeurs politiques ou de valeurs démocratiques dans la société. Et ça, on voit vraiment que c'est toute une série de sujets, et notamment la matière des discriminations et l'activation de recours. Aujourd'hui, c'est une menace crédible dont doivent tenir compte notamment les employeurs et les gestionnaires de droits, ce qui n'était absolument pas dans les années 2000. Donc aujourd'hui, la question des discriminations est une question qui, du point de vue du droit et de l'application du droit et du cadre juridique, doit être prise en compte par les opérateurs. OK. Vous avez évoqué la question des Roms en tant que population discriminée. Quelle était la difficulté, pour, faire valoir les discriminations? C'est-à-dire que les Roms sont dans une situation particulière. Jusqu'à l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne, ils étaient considérés comme des migrants illégaux. Donc, pour faire valoir des droits, c'est pas extrêmement confortable, sachant que c'est toujours le même groupe, des mêmes personnes qui, depuis 20 ans, sont parties des populations qui sont en France, hein. Cette question-là est vraiment documentée par la recherche. Et donc, il y avait une espèce de guérilla, de la police et des services publics à leur égard et vraiment une situation de grand inconfort à vivre dans des bidonvilles, dans des lieux occupés sans droit ni titre
puis ayant accès aux droits liés à la situation des gens qui sont en situation illégale sur le territoire. Heu, Après la Roumanie et la Bulgarie sont entrées dans l'Union européenne et d'autre part avec une réserve signée par la France sur le fait que des populations qui étaient précaires ne pouvaient pas venir s'installer en France pour obtenir des droits sociaux et donc tout de suite, on a mis les Roms dans cette catégorie et cette exception a été créée au moment de l'intégration, de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne, vraiment en visant cette population-là. Donc une population très précaire du point de vue de son accès aux droits, qui, occupe très souvent, des terrains sans droit ni titre. Donc, la difficulté, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'application du droit des discriminations, mais on est dans l'application du droit à l'hébergement d'urgence et du droit à l'évacuation et la domiciliation, qui est un droit qui est totalement parallèle. Donc, tant que la Halle était strictement compétente par ses statuts et sa loi constitutive à appliquer le droit des discriminations, elle ne pouvait pas vraiment intervenir sauf lorsqu'il y avait des inégalités de traitement, donc des refus, d'accès aux droits, à des droits qui étaient reconnus et ce qui était quand même, plus applicable aux gens du voyage français, qu'aux Roms eux-mêmes. Et dans l'intervalle, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté une jurisprudence, très étoffée, notamment, dans les affaires relativement à l'accès à la scolarité, en Roumanie, et en Hongrie, notamment sur les questions de domiciliation, où la Cour a décidé qu'il s'agissait d'une population avec des droits particuliers, en raison de sa grande précarité historique, et qui devait faire l'objet d'une protection particulière. Et ce courant jurisprudentiel a permis aux défenseurs des droits d'élaborer, une stratégie d'intervention, lorsque le gouvernement a décidé de systématiquement évacuer les Roms de tous les terrains qu'ils occupaient immédiatement illégalement, sur le territoire français et donc c'était une espèce d'offensive policière à l'évacuation, donc ce qui créait des populations qui étaient en errance et qui n'avaient plus dont les lieux de vie avaient été, détruits, ou étaient en cours de destruction et après il fallait pas qu'ils s'installent à cause du droit de la domiciliation et de l'hébergement, plus que 48 heures sur un lieu, parce qu'à partir de 48 heures, ils obtenaient des droits. Donc on s'est retrouvé dans une espèce de politique publique, de l'évacuation des Roms où le défenseur des droits a présenté des observations, systématiquement très étoffées, qui étaient des observations types en créant un argumentaire fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il présentait devant le juge de l'exécution des décisions lorsque les préfets demandaient le concours de la force publique. Et le juge de l'exécution est un juge de l'urgence. Donc, les avocats qui plaident devant ce juge sont dans des situations d'urgence, le juge lui-même dans une situation d'urgence, et la contribution du défenseur des droits était d'apporter un argumentaire juridique très complet et sophistiqué qui ne serait pas autrement d'une manière pragmatique, accessible aux juges ou aux avocats qui ont vraiment pas le temps de faire ce travail-là et de permettre la construction de toute une jurisprudence sur la transposition en droit français de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a créé des précédents et qui a permis de baliser les conditions dans lesquelles l'État pouvait intervenir pour faire évacuer les populations roms. C'est à cette jurisprudence-là, le gouvernement français a dû adopter une circulaire reconnaissant des droits et des conditions pour que le préfet et les forces de l'ordre puissent intervenir pour l'évacuation, notamment accompagnant les populations vers un hébergement, vers le maintien de la scolarité et vers la sécurisation des droits sociaux. Donc, c'est là qu'on voit l'importance d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme intervenue sur une matière qui concernait des populations roms qui étaient dans leur pays d'origine par rapport à des situations historiques, qui ayant reconnu des droits particuliers et notamment
étoffer tout un droit de la domiciliation fondé sur l'article 8 de la Convention et la reconnaissance du droit à la vie privée. On voit tout de suite que peu à peu, de fil en aiguille, cette jurisprudence qui origine des pays de l'Est se transpose dans une transformation d'une politique publique en France. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est rose en France aujourd'hui, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais on voit l'effet levier et transformatif du droit et de l'accès au recours. Le rôle des recours pour faire exister le droit. C'est vraiment le rôle du défenseur des droits et c'est le rôle du droit des discriminations, qui n'est pas qu'une matière juridique, mais qui était prise en France sous un angle très sociologique et très rapports sociaux, politiques et où on se méfiait de la judiciarisation, mais on voit tout à fait que sans la judiciarisation, eh bien, ces concepts de bonne volonté qui créent une pression très importante sur les opérateurs, mais peinent à se mettre en œuvre et que pour qu'il y ait une évolution de la façon de faire ou une pression pour que ça se fasse, bien, le droit est absolument nécessaire. Alors, vous avez évoqué les limites, en quelque sorte, à la discrimination. Est-ce que, hem, il y a des discriminations qui sont licites? Oui, la discrimination, c'est le fait de décider arbitrairement. Donc, décider arbitrairement, on le fait tous les jours. On préfère certaines couleurs, on choisit ses amis, on a une tradition religieuse dans une famille, on vit dans une communauté. Donc, on a le droit d'être un humain qui fait ses choix, sauf lorsque c'est interdit par la loi. Donc, notamment, il y a énormément de situations qui peuvent être considérées comme des discriminations, mais qui ne sont pas interdites par la loi. Pour qu'on ait une discrimination, il faut qu'on ait un critère de discrimination interdit par la loi, donc un critère de choix que la loi nous interdit de prendre en compte. Et deuxièmement, dans une matière que la loi désigne. Donc, l'interdiction de faire une différence d'embauche fondée sur la religion, d'une différence d'accès à la scolarité fondée sur l'origine, une différence d'évolution de carrière fondée sur l'orientation sexuelle. Donc, la loi définit une liste de critères interdits et une liste de domaines où on ne peut pas tenir compte de ces critères interdits. Mais il y a plein de matières, il y a plein de critères qui ne sont pas interdits, de situations de choix, notamment, par exemple, les diplômes. On pourrait, certains considèrent que les avantages conférés par les diplômes sont des avantages qui pourraient être considérés comme liés à la catégorie sociale, hein, et que finalement, ça pourrait être une discrimination indirecte parce que, de fait, spécifiquement, les personnes qui ont des études, qui viennent de groupes sociaux favorisés, donc on pourrait tout à fait dire que c'est une discrimination indirecte, mais là, on va pouvoir la justifier en montrant quelle légitimité à exiger des compétences pour remplir certains postes. Donc, on a plein de discriminations qui sont autorisées. Deuxièmement, donc, dans ce cadre juridique-là, il y a la loi française, qui a ses propres critères qui sont beaucoup plus larges que les critères européens. Il y a plus de 25 critères dans la loi française. Il y a les directives européennes qui s'appliquent sur une série de domaines très précis, l'emploi et l'origine et l'égalité homme-femme. Donc, l'égalité homme-femme et l'origine ont une portée plus large que l'emploi et les critères de la religion, des opinions politiques, du handicap, de l'orientation sexuelle et de l'âge sont couverts qu'en matière d'emploi. Et d'autre part, il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit l'égale protection des droits qu'elle énumère sur une série de critères ouverts. Donc, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme va élargir en fond au cas par cas, dossier par dossier, jurisprudence par jurisprudence, la liste des critères qui sont couverts en fonction d'une série de principes, notamment le consensus des pays européens, parce que la Convention date des années 50, et le consensus des
pays européens a évolué depuis. Par exemple, l'orientation sexuelle va être couverte sur certains sujets, alors qu'elle ne fait pas partie de la liste des critères qui sont explicitement couverts Merci par la Sophie. Convention. Merci beaucoup Sophie Latraverse. Malheureusement, nous avons épuisé le temps alloué. C'était fascinant et je vous remercie beaucoup d'être venue à l'émission. Merci. Merci. Au revoir.